Le rendez-vous fidélité. Simon Marty. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous fidélité. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage au cœur d'un sujet qui façonne notre quotidien et redessine notre avenir. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant et parfois inquiétant de l'intelligence artificielle. Un monde où les frontières entre l'humain et la machine s'estompent, où les algorithmes prédisent nos désirs avant même que nous les formulions, où la créativité n'est plus l'apanage de l'être humain. L'IA, un futur prometteur pour notre société ou une menace qui plane sur notre humanité? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui avec nos invités. Et pour nous éclairer sur la question, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence de Villers. Bonjour Madame de Villers. Bonjour. Vous êtes l'autrice du livre « L'IA, ange ou démon ». Vous nous parlerez tout à l'heure des relations entre l'homme et la machine, des risques que l'IA se substitue à l'homme, mais aussi des progrès remarquables que cela peut aussi amener. Nous sommes aussi en compagnie de Cédric Vasseur. Bonjour Monsieur Vasseur. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes formateur en intelligence artificielle et robotique. Avec vous, on regardera un petit peu ce que on peut craindre parfois des machines qui peuvent avoir des impacts assez directs sur des emplois qui sont pas toujours forcément agréables, mais ça fait partie aussi des pistes qu'il faut regarder, l'IA et le travail. Nous avons aussi avec nous autour de la table Philippe Boulanger. Bonjour Monsieur Boulanger. Bonjour. Vous êtes conférencier, consultant en innovation, auteur du livre « Innover ou agoniser ». C'est vous qui voyez la révélation de l'intelligence innovationnelle. Ça vient de sortir aux éditions Duno. Et puis nous serons rejoints tout à l'heure par Thibaut Verbiest, avocat, romancier et coach thérapeutique. Il est l'auteur d'un livre liant l'humanité et l'intelligence artificielle. Et Gwendal Cosson, spécialiste de l'IA et consultant en communication. Il nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. Ensemble, on va donc explorer les promesses et les défis de l'intelligence artificielle. On va s'interroger sur ses implications éthiques, économiques et sociétales. Un vaste programme que l'on poursuit aujourd'hui dans le rendez-vous fidélité. Le rendez-vous fidélité. Mais pour commencer, Laurence de Villers, dans votre livre « L'IA, ange ou démon », vous présentez l'intelligence artificielle comme un tournant décisif dans l'évolution de l'humanité. Alors, il peut être important de commencer par définir clairement le sujet dont on parle. Comment vous définiriez l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2025 et en quoi le concept a évolué depuis les tout premiers travaux d'Alan Turing, quasiment aux prémices de l'informatique? Oui, vous avez raison de dire que l'intelligence artificielle a 80 ans, donc les prémices sont, sont là depuis longtemps. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière avec de l'intelligence artificielle, même si tout le monde l'a eu dans les mains qu'avec ChatGPT en 2022. Alors on dit l'IA, mais en fait ce sont les IA, n'est-ce pas? Il y a énormément de différents algorithmes pour différents buts applicatifs. Je nommerai juste deux différences là. L'IA prédictive qui cherche à prédire une forme ou une autre, différencier un chat d'un chien, ou bien trouver des cancers précoces dans des images, parce que l'amalgame de signaux faibles dans des quantités de données est invisible à l'œil humain, alors que la machine peut les détecter. Donc c'est important de comprendre que ça c'est extrêmement positif et que cette IA des prédictives est déjà développée. Et enfin l'IA générative qui est arrivée en 2017 grâce à un article de Google DeepMind qui s'appelait Attention is all you need, et je vais vous expliquer ce que c'est en restant compréhensible, je pense. C'est cette IA qui permet de produire en fait les mêmes données des données qui ressemblent à celles qui sont dans le corpus, qui a été utilisé pour l'apprentissage. La vraie révolution pour moi, c'est faire apprendre à des machines des capacités cognitives, et c'est là où on arrive sur cette belle émission, ces capacités cognitives qui vont être traduire, synthétiser, générer du texte, générer des images, vous parlez de créativité. Est-ce que ça va remplacer l'humain? Est-ce que on va coopérer? Est-ce qu'on va devenir des moutons devant des prothèses qui font à notre place des choses qui sont extrêmement importantes à vérifier? Est-ce que vous jugez que l'on peut réellement parler d'intelligence pour ces systèmes, ou est-ce un abus de langage?
Alors, c'est un abus de langage comme machine cognitive, hein, puisque ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas, ça n'a pas d'intention, pas d'émotion, pas de conscience, mais elles imitent, et elles imitent de mieux en mieux, et nous sommes capables de faire des algorithmes de plus en plus élaborés. Donc, à partir du moment où on a su produire du langage qui était proche du langage humain, on s'est intéressé à savoir comment on peut faire raisonner une machine. Et en ce moment, il y a des algorithmes qui essaient de faire ça, mais ce sont encore des algorithmes, c'est-à-dire qu'il y a des trucs. Je vous en donne un, vous prenez une phrase, un prompt, c'est-à-dire une invite, une demande à ChatGPT. Pour le faire raisonner, je vais couper mon prompt en petits morceaux, je vais faire plusieurs requêtes, j'aurai finalement une mémoire de travail dans lequel je pourrais élaborer une meilleure réponse. Mais ces machines ne vérifient pas ce qu'elles disent complètement, si ce n'est qu'elles vont de temps en temps regarder sur Google aussi si on trouve les sources, elles ont perdu leurs sources et elles nous livrent finalement des synthèses de l'information que les journalistes trouvent formidables et qui peut-être vont nous amener à une désinformation totale puisque on n'a pas de contrôle sur les données d'entrée. Cédric Vasseur, je vais à présent me tourner vers vous. En tant que formateur en IA et robotique, vous êtes au contact direct des personnes qui apprennent à utiliser ces technologies. On entend souvent parler des risques de l'IA pour l'emploi, j'en parlais dans le sommaire de cette émission. Est-ce que vous partez du principe qu'une IA bien utilisée, ça peut être aujourd'hui un formidable outil pour notre société, y compris le monde du travail ? Oui, alors il y a des différentes études. On essaye de voir quelle vitesse on va réussir à remplacer certains métiers. On voit aussi qu'on arrive à créer de nouveaux métiers, en tout cas à rendre des métiers aussi beaucoup plus accessibles. Quelqu'un qui ne sait pas utiliser Photoshop peut aujourd'hui, avec un prompt, changer immédiatement l'image, le style. On a vu les studios Ghibli des images style Studio Ghibli qui inondaient le net là dernièrement. Donc c'est cette vitesse à laquelle l'IA va être capable de remplacer les métiers. Et je vois en tout cas deux points de vue différents en fonction des sociétés que je rencontre. Soit des sociétés qui essayent de faire mieux avec les mêmes équipes et d'autres qui essayent au contraire de faire plus rapidement avec moins de monde. Voilà, il y a deux champs de bataille. Mais en tout cas, celles qui, je pense, arriveront à sortir leur épingle du jeu, c'est celles qui vont chercher à avoir un travail de meilleure qualité avec l'IA. On s'est posé déjà les mêmes questions quand on a eu l'arrivée de l'intelligence d'Internet il y a quelques années. On s'est dit, il y a plein de métiers qui vont changer, qui vont bouger, qui vont être bousculés. Et finalement, il y a des nouveaux métiers qui existent aujourd'hui. Si on remonte encore en arrière, on avait les dames des PTT qui mettaient les gens en relation par téléphone de façon humaine, mais à l'origine, c'était une invention technologique. Donc, on a des nouvelles technologies qui créent de l'emploi, qui en détruisent, qui remplacent. Après, d'un point de vue sociétal, il faut regarder si on arrivera à remplacer aussi rapidement et en tout cas réorienter professionnellement les personnes qui utilisent de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous voyez des secteurs professionnels qui pourraient être particulièrement réceptifs aujourd'hui aux bénéfices de l'intelligence artificielle, Cédric Vasseur ? Oui, alors déjà, les développeurs, on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 90% des développeurs qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour créer du code, pour pouvoir transcoder aussi, transformer du code d'un langage à un autre, pour pouvoir améliorer, détecter aussi des anomalies, des failles de sécurité. Donc les développeurs, finalement, ça peut faire peur, se dire, voilà, il y a de l'IA qui arrive à faire du code plus rapidement, de meilleure qualité, mais il reste quand même l'interface humaine qui est qu'on a un cahier des charges qui a été écrit par un humain, on sait ce que l'humain veut faire, mais l'IA, il faut lui faire comprendre. Donc le métier de développeur, c'est par exemple un métier qui bouge beaucoup, sur lequel il y a énormément de demandes, de besoins. Ensuite, tous les métiers liés au graphisme, on a bien vu tout ce qui est créatif aussi à Hollywood. Ils font des manifestations actuellement justement par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle qui peut changer, bousculer complètement le travail de script, le travail des dessinateurs, le travail des cinéastes. En un prompt, on peut créer maintenant des vidéos. Alors même si on n'est pas au niveau de Steven Spielberg, on arrive quand même à rentrer en compétition avec ces métiers humains qui demandaient des jours, des mois de travail. Et là, on arrive à avoir des résultats en quelques secondes qui sont vraiment probants en termes de qualité, en termes d'efficacité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, soit des personnes qui veulent se lancer justement dans ces domaines-là qui paraissaient complètement inaccessibles, qui deviennent plus faciles d'accès grâce à l'intelligence artificielle, moyennant une expertise quand même d'un point de vue sécurité et autres, je pense notamment au métier des
des développeurs. Et puis la médecine aussi. La médecine s'intéresse énormément à l'intelligence artificielle depuis des années. On voit qu'on peut avoir un véritable gain de qualité, de confort aussi pour les utilisateurs de solutions informatiques qui sont boostées à l'IA, quel que soit le secteur. Et dans la médecine, on peut avoir des cas concrets sur la vitesse de triage, les diagnostics extrêmement rapides et toutes ces avancées technologiques qui permettent de soigner des vies et de sauver, voire des vies. Je vais à présent me tourner vers vous, Philippe Boulanger, en tant que notamment conférencier. Est-ce que parfois vous redoutez pas justement que d'une certaine façon l'IA vienne vous manger votre travail, parce qu'aujourd'hui ça peut être presque plus facile de développer tout un discours, pouvoir se préparer à prendre la parole devant une salle. Alors elle ne remplacera pas notre aisance face aux gens, mais tout le discours qui est porté, cette intelligence artificielle peut venir presque assez facilement le mettre en place, non ? Alors, c'est un grand fantasme que je vois de manière régulière. On me dit, mais ton travail de conférencier va être supprimé, va être remplacé par des IA. Et en fait, on voit même aujourd'hui beaucoup d'outils qui permettent de générer des présentations équivalentes de PowerPoint. On voit d'ailleurs dans tous les outils de type Canva, on voit des IA qui viennent s'intégrer. Mais en fait, la capacité du conférencier à vulgariser pour son audience et à coller à son audience est quelque chose qui est aujourd'hui irremplaçable. Quand on est aujourd'hui sur une scène, on va se retrouver face à un public. Alors, quand je dis sur une scène, ça peut être aussi typiquement dans une salle d'hôtel ou même devant un comité de direction. En fait, le fait d'être en face d'un public fait qu'on va ressentir l'énergie du public. Et ça, il n'y a que les personnes qui font de la scène qui comprennent ça. Et donc, on a cette interaction qui est permanente et qui fait qu'on va ressentir les émotions, on va créer aussi des émotions, puisqu'en fait, c'est aussi un petit peu notre objectif. Et ça, je ne vois pas comment une IA peut nous remplacer. Parce que si on disait qu'on peut remplacer un conférencier par une IA, ce serait un peu comme si on disait on va remplacer un conférencier par une vidéo YouTube. Si vous voulez. On en arrive à un niveau d'interaction qui est complètement différent. Et je crois que cette relation humaine, justement, est encore plus mise en exergue quand on utilise l'IA et quand on comprend ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Vous considérez aujourd'hui, Philippe Boulanger, que l'innovation, c'est un petit peu notre affaire à chacun d'entre nous, pas besoin de travailler pour une énorme entreprise, chacun à notre niveau, on peut être des acteurs de ces mutations sociétales ? Alors, oui, évidemment. Si on parle d'innovation, puisqu'en fait, c'est mon cœur de métier, et alors, l'intelligence artificielle, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé à travailler dedans en 1992. Et à l'époque, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, d'ailleurs, même si le terme existait déjà, mais on ne parlait pas vraiment. On parlait de système expert ou de logique floue. Et il y avait de temps en temps de l'arrivée de l'intelligence artificielle qui sortait, mais dans la littérature américaine. En France, je ne l'ai pas vu beaucoup à l'époque. Non, il y en avait. Bon, moi, j'ai fait ma thèse en 87, vous voyez. Voilà. Avec des réseaux de neurones. Donc, non, il y avait des gens qui travaillaient sur des réseaux de neurones. Oui, réseaux de neurones, oui. Non, mais réseaux de neurones, c'était un des termes. On appelait ça de l'intelligence artificielle. C'était toute la partie connexionniste qui n'était pas des systèmes experts. Oui, alors, je vous parle de tous les termes qu'on utilisait à l'époque, au moment où j'ai travaillé là-dessus. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil de la question. Pardon. En gros, est-ce qu'on peut considérer que on est tous acteurs de oui. Ces innovations pour faire bouger notre société ? Alors, moi, je considère que tout le monde a une capacité d'innovation, de contribution à l'innovation pour différentes raisons. Et il se trouve que l'intelligence artificielle, et là, c'est là où vous allez voir la connexion entre l'IA et l'innovation, elle nous permet de travailler différemment. Et travailler différemment, ça s'appelle de l'innovation de procédé. Parce qu'on va changer la manière de travailler. Et si on connaît les principes fondamentaux de l'innovation, eh bien, on va pouvoir mettre en place ces nouveaux procédés utilisant l'intelligence artificielle de manière saine, sereine et maîtrisée. Et ce que je vois aujourd'hui dans les entreprises, c'est qu'on n'a pas cette compréhension de l'innovation. D'ailleurs, quand on regarde l'innovation, très souvent on compare ça à, ou en tout cas on voit une innovation de produit ou de service, on pense rarement à l'innovation de procédé. Donc quand on a l'esprit d'innovation, une culture de l'innovation, une
culture de la sécurité psychologique, qui est un autre point extrêmement important pour les entreprises aujourd'hui pour pouvoir innover. Si on n'a pas ça dans les entreprises, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une espèce d'adoption de l'IA qui est chaotique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va un peu essayer n'importe quoi, parce qu'en fait, on n'a pas envie de devenir obsolète, tout simplement. Hein. On a cette peur fondamentale de est-ce que je vais être remplacé? Est-ce que je vais me faire virer? Et en plus, on a des signaux qui arrivent de la part des consultants, des grands consultants. On voit par exemple l'étude qui a été faite par Harvard et Wharton Business School autour des consultants du BCG. Ils ont pris 758 consultants et ils les ont divisés en deux groupes. Un groupe qui utilisait un GPT et un groupe qui n'utilisait pas de GPT, c'était le groupe de contrôle. Et on s'est aperçu dans cette étude que pour des tâches spécifiques de consultants, hein, attention, hein, on parle, c'est pas valable pour tout le monde. Donc des tâches spécifiques de consultants, eh bien, il y avait une augmentation de qualité du rendu qui était de 40%. On avait aussi 25% de rapidité en plus, on avait 12% de tâches réalisées en plus. Donc, la question qui se pose là, c'est pourquoi ne pas utiliser des consultants augmentés plutôt que des consultants non augmentés. Et quand on regarde encore les chiffres qui ont été publiés dans cette étude, on voit que ils ont séparé encore une fois les consultants les moins expérimentés et les consultants les plus expérimentés. Et ils se sont aperçus que le bond de qualité dans les tâches rendues par les consultants les moins expérimentés était de 43%, alors que les consultants les plus expérimentés n'étaient que 17%. Alors on se dit, mais quand même, c'est quand même curieux. Et on s'aperçoit en plus qu'un non expérimenté, enfin moins expérimenté augmenté, fait mieux qu'un plus expérimenté non augmenté. Et c'est là qu'on se retrouve avec la question, est-ce qu'on ne va pas se faire remplacer par des gens qui utilisent l'IA quand nous, on n'en utilise pas? Par contre, quand on prend un senior... Attendez, laissez-moi terminer. Quand on prend un senior augmenté, enfin quelqu'un d'expérimenté qui est augmenté, il est imbattable. Donc la question, c'est, est-ce que vous voulez avoir la médaille d'or ou est-ce que vous voulez avoir la médaille de bronze ou la médaille d'argent? Donc en tant qu'entreprise, moi, si on me donne le choix, je dis, ben non, je préfère augmenter autant que possible mes employés de manière à ce qu'ils soient toujours au top. Donc ça, c'est le genre de signaux qu'on reçoit aujourd'hui qui viennent des études, qui peuvent être un petit peu anxiogènes et qui nécessitent de regarder ça avec évidemment beaucoup de recul, parce que tout le monde n'est pas dans un travail de consultant aujourd'hui et on n'augmente pas la qualité de 40% de toutes les personnes qui sont au travail aujourd'hui. Laurence de Villers. Oui, en fait, je cite la même étude que vous, mais j'ai un troisième résultat que vous n'avez pas cité, qui est dans l'article, qui est que ils ont plusieurs tâches à faire de suite et qu'au bout d'un certain nombre de tâches, on baisse les armes et du coup, ils ont moins de capacité de distinction de ce qui pourrait être utile ou pas utile. Donc cette étude, si on la regarde en détail, elle a 3 grands résultats, ceux que vous avez donnés, plus un troisième qui est dans le temps. On tend à considérer ce truc comme un collègue et donc on baisse, si vous voulez, la garde de la vigilance. Et moi, j'ai refait cette étude avec mes étudiants à la Sorbonne en leur proposant, donc c'est pas les consultants de BCG, ils sont en L1, ils font de l'épistémologie de l'informatique et ils avaient à faire des sujets de mathématiques, de logique et d'expression écrite. Il y avait 18 trucs de suite, 18 tâches de suite. Ils étaient une centaine, ils l'ont fait en amphi. Et ensuite, on les amenait devant GPT-4 et ils pouvaient réinterroger la machine s'ils voulaient. Et j'ai pu constater, en fait, quelque chose qui n'est pas extraordinaire, si vous voulez, c'est que certains de mes étudiants qui répondaient bien sans la machine changeaient d'avis devant la machine qui leur donnait des indications fausses. Il y avait dans ces sujets qu'on posait à la fois des choses faciles pour les humains et faciles pour les machines et difficiles. Voilà. La frontière, quand même, elle est difficile à trouver. Et oui. Pour ces jeunes, finalement, il y avait une espèce d'autorité dans la machine qui faisait qu'ils doutaient de leur propre rationalité. Je vais venir à un deuxième point que vous avez soulevé, Monsieur Vasseur, tout à l'heure, qui était le code. Alors, j'étais le 10-11 là dans ce round de sommet de l'IA, et notamment le 11 à Station F, où j'ai participé à une table ronde sur l'éducation. Puisque moi, ce que je pousse, c'est que on éduque sur la tech, vraiment. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe Boulanger. Il faut soulever, en tout cas, plus qu'on ne le fait maintenant, le capot de la voiture pour comprendre les mécanismes et pas seulement faire des prompts, parce que ça, c'est la tarte à la crème. On change quand on veut l'intérieur de OpenAI. ChatGPT 4, il y a plein de versions et vous vous rendez pas compte.
on vous fait toujours vos petits prompts. Et si on lève pas le capot, on va se faire complètement avoir par cette machine qui a énormément de trucs algorithmiques à l'intérieur. Mais la chose que je voulais dire, c'est que j'ai fait partie donc d'une table ronde avec quelqu'un qui est en charge de iParis, c'est-à-dire toutes les grandes écoles, l'IX, etc., qui s'appelle Thierry Coulon, et puis un professeur aussi qui est responsable d'une école d'ingé, plus petite école, mais qui a un grand nombre d'étudiants en ce moment. Donc c'est très important d'avoir leur avis. Et moi, je représentais l'université puisque j'enseigne à l'université, à Sorbonne Université. Les questions qu'on abordait, c'était qu'il fallait qu'ils comprennent les conséquences éthiques et qu'on travaille sur l'éthique by design, etc. Mais ce qui m'a surpris, ce sont les questions du public. Le public, c'était évidemment Station F, des startups, des PME, des grands groupes, voilà. Il y avait beaucoup de monde dans cette salle. Et les questions qui sont posées, c'est rendez-vous compte aujourd'hui, quand on emploie des jeunes qu'on vient donc de recruter, c'est lamentable. Ils font tous une copie de ce qu'il y a sur ChatGPT et ils sont incapables de débugger ni d'être très créatifs. Donc il y a urgence à changer la façon, ou plutôt à intégrer, puisqu'en fait ChatGPT arrive dans les mains de tout le monde sans que les profs dans les écoles aient changé leur façon de procéder. Il est urgent de dire que cette machine ne répond pas forcément bien. Et puis surtout, quand je vais chercher du code, soit il existe déjà, donc je recopie le code identique. Bon, il faut quand même que je le comprenne. Si c'est vrai que je le touche pas du tout, je fais juste une copie, je pourrais pas débugger. Mais si c'est un mélange de plusieurs codes, vous savez bien que ça va être compliqué aussi. Et il faut vraiment alerter sur le manque de créativité. C'est ce qu'ils disaient tous. Hein. C'était pas moi. J'étais même surprise par autant de questions qui étaient comment on fait pour que demain, par paresse, tout le monde ne délègue pas, n'aille pas chercher les informations. Et je suis d'accord, faut l'utiliser. Hein. Moi, je suis pro-techno, oui, mais pas n'importe comment. Alors, en fait, là, vous rejoignez tout à fait l'étude qui a été faite par Microsoft et l'université de Carnegie Mellon, qui a été publiée au début de cette année, qui montre une décroissance cognitive des gens qui utilisent les GPT. Et en fait, ça, c'est un des éléments clés que je donne. C'est quasiment, d'ailleurs, la conclusion de ma conférence, c'est garder absolument votre esprit critique. Bien sûr. Parce qu'en fait, et c'est là où justement l'humain a aujourd'hui cette capacité à superviser les résultats d'une IA, quelle qu'elle soit, c'est de se dire, est-ce que les résultats sont justes? Alors, on connaît les problèmes des hallucinations, des IA génératives, qui sont des aberrations, alors, qui sont statistiquement vraies pour l'IA, mais qui peuvent être des aberrations quand on regarde ça au niveau humain. Et donc, l'esprit critique est absolument important. De la même manière que lorsque on cherche à innover, en fait, il y a un parallèle qui est très fort. Hein. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Bien sûr, bien sûr. L'ordre moral. Et je rajouterai encore un truc, c'est que tout ce qu'on dit là est tout à fait vrai. Nous sommes adultes, nous sommes capables de vérifier ce qui est à peu près vrai ou pas. L'éducation aujourd'hui, qui dit qu'on va utiliser ces outils très jeunes, est un réel danger si on n'apprend pas aux enfants à avoir cet esprit critique. Donc moi, je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, avec Cédric Villani, Hugo Duménil, qui sont deux grands mathématiciens, médaille Fields, et beaucoup d'autres qui sont professeurs. C'est une fondation nationale, et on a monté des capsules éthiques et IA pour la primaire, parce qu'on pense que c'est bien avant qu'on fasse coder les enfants, qu'il faut leur apprendre justement à distinguer et puis à comprendre. On a quelque chose qui est la prise de l'attention. On explique que finalement, les entrepreneurs font tout pour garder votre attention en face, et vous, il y a l'effet dopamine qui fait que vous êtes heureux et qu'il y a une espèce d'aspect chronophage qui vient. On explique ça à des enfants, ils en parlent à l'école ensuite, parce que c'est des petits films de 2-4 minutes, c'est l'idée, comme la main à la pâte, que ce soit autosuffisant et qu'on acculture aussi le prof, et que le prof soit capable de faire discuter et faire monter cet esprit critique, en tout cas face à ces machines, me semble essentiel, et on a du mal à faire passer ça à l'école. Cédric Vasseur, vous souhaitiez réagir? Votre micro est coupé, je vous entends pas, Cédric Vasseur. Hop là, voilà, super. On m'entendra mieux. Exactement. Je trouve ça intéressant de parler en tout cas d'attention, notamment dans la formation, c'est quelque chose d'important. Et je vais mettre en évidence un paradoxe aussi qu'on connaît tous avec l'IA, c'est qu'effectivement, l'IA peut régurgiter des informations qui sont fausses. Par contre, le paradoxe qu'il y a dessus, c'est qu'en même temps, c'est capable de vérifier le contenu, même un contenu qui a été écrit de A à Z par un être humain. On peut se rendre compte qu'il y a des failles à tel et tel endroit, et on peut aussi améliorer la compréhension
de quelque chose fait avec une IA. Donc on a du code, on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire avec. L'IA est capable de nous le commenter, de nous l'expliquer, de le synthétiser. Alors oui, il faut toujours un esprit critique, il faut aussi beaucoup de créativité. Et je pense aussi, pour rebondir avec Monsieur Boulanger, sur quelque chose, dire que l'IA ne nous remplacera pas sur scène. Alors moi, j'y travaille depuis un an. En dehors de l'intelligence artificielle et de robotique, je suis aussi fan de théâtre d'improvisation. Et il y a un petit problème quand on fait de l'improvisation, c'est que souvent, voilà, on est en petite équipe, on est 5, 6. Il faut que l'un de nous joue le rôle de maître de cérémonie. Et ça fait un an maintenant que je travaille avec une association internationale dans laquelle je donne des cours d'improvisation avec une intelligence artificielle qui joue ce rôle, qui détecte les comédiens qui viennent sur scène, qui prend les mots du public, qui les mélange, qui crée des histoires avec ces mots-là sur scène. Alors ça, moi, je me rends compte en tout cas des limites en termes d'improvisation, en termes de réactivité par rapport à des êtres humains aguerris à cet exercice. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant de voir que ça permet de garder en fait toute l'équipe sur scène et d'éviter de perdre finalement un comédien pour monter sur scène. Voilà, c'est la petite parenthèse théâtrale. Mais pour revenir en tout cas sur le monde de la formation et de l'adaptation et comment capter l'attention, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le côté positif pour l'apprentissage. Je pense à des personnes qui ont des handicaps psychologiques, neurologiques, je pense par exemple TSA, TDAH, où on peut adapter aussi des discours, des textes pour améliorer leur compréhension, pour ajouter justement des événements pour augmenter la dopamine et tout ce qui est pour maintenir l'attention en tout cas de quelqu'un par exemple qui a un problème de TDAH, donc problème d'attention. Pour tout ce qui est TSA, on peut aussi enlever les métaphores et rendre les textes aussi plus faciles d'accès. Je pense aussi plus simplement aux personnes qui sont, et ça on oublie, parce qu'on est dans l'IA générative avec ChatGPT, mais tout ce qui est lié à l'audio, à la vidéo, le simple fait d'avoir des sous-titres pour quelqu'un qui est sourd profond, ça change complètement sa vie, que ce soit pour la télévision, pour l'accessibilité aux formations, aux cours, la traduction temps réel et des choses comme ça. Donc l'IA est plein de paradoxes et ça peut aussi bien embêter, en tout cas gêner la création gêner l'apprentissage, ça peut gêner dans la sécurité, mais comme ça peut augmenter l'apprentissage et ça peut augmenter aussi la sécurité des services. Et je pense qu'en plus, effectivement, d'être attentif, d'être vigilant, je pense qu'il faut aussi garder cette créativité qui est une des forces, en tout cas, de l'être humain. La créativité humaine a encore de très, très beaux jours devant elle. Eh ben, c'est pas sûr avec les enfants qui sont en train de manger avec leur portable, des tas de trucs qui sont pas, qui font pas grandir par paresse. D'ailleurs, il y a énormément de triches et énormément à l'université, et j'imagine un peu partout à l'école aussi, énormément d'enfants qui font faire leurs devoirs par ChatGPT. Donc, après, il faut trouver des exercices qui soient plus intelligents que ça. Je suis d'accord. Il faut changer les procédés d'évaluation, d'apprentissage. C'est comme si on cherchait à interdire Internet aujourd'hui, interdire Wikipédia ou en revenant en arrière, interdire les dictionnaires. Non. On a des outils, il faut savoir les utiliser. Non, ça n'a rien à voir. Oui, effectivement, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité et qu'à un moment ça devienne une planche que l'on jette à l'eau ou sur laquelle tout le monde s'agrippe sans particulièrement réfléchir à qu'est-ce qu'elle apporte et quel regard on peut avoir. Thibaut Verbiès vient de nous rejoindre à l'instant, avocat, romancier. Je vais venir vers vous. Bonjour et merci beaucoup de nous rejoindre dans ce rendez-vous fidélité parce que j'aurais été curieux d'avoir votre regard sur un aspect qu'on n'a pas encore évoqué avec nos invités en tant qu'avocat, romancier. J'imagine que vous avez un double regard à la fois juridique et créatif sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que le droit s'adapte à ces nouvelles formes de créativité ? Et question bête, mais par exemple, qui est l'auteur concrètement d'une œuvre générée par l'intelligence artificielle ? On parlait tout à l'heure de Canva, par exemple, qui peut générer des images, mais Dali, Midjourney, d'autres le font. Comment ça se passe concrètement dans ces cas de figure ? Alors d'abord, bonjour et très content de vous rejoindre. Alors, le juriste, il a tendance à courir après la technologie. Moi, ça fait 30 ans que je cours et je ne suis pas le seul. Et donc, on a des textes qui interviennent souvent quand même avec un peu de retard. Et le temps de les adopter, le texte est souvent dépassé par une nouvelle technologie qui arrive. Donc, avec le règlement, il y a un règlement IA qui a été adopté, qui est entré en vigueur il y a quelques mois, qui ne parle que de manière très indirecte des questions de droit d'auteur, parce que je pense que c'était ça, d'abord, votre première question juridique, c'est comment on gère
la question de la créativité, puisque jusqu'à présent, la créativité, c'était l'apanage de l'être humain, et que tout le droit s'est construit sur la question de l'originalité de l'auteur, enfin de l'œuvre créée par un auteur. Et que ici, on se retrouve avec une intelligence qui n'est pas humaine et qui est capable de créer, d'être créative. Toute la question étant de savoir quelle est la part entre l'humain qui lui donne des instructions et dans quelle mesure ces instructions sont originales et puis ce que la machine crée. Aujourd'hui, on est dans un nœud en Europe. La seule chose que le droit nous dit clairement, c'est qu'il y a une obligation de transparence. Par exemple, quand vous utilisez les outils ChatGPT et autres, le règlement nous dit, eh bien, il faut dire que à l'utilisateur qu'il y a une IA qui est intervenue. Mais ne nous dit pas clairement cette question de, oui, ben ok, mais moi, si j'utilise l'IA et que je fais des trucs super beaux, super originaux, et les applications sont multiples, c'est qui l'auteur? Est-ce que je peux revendiquer une propriété sur ce qui a été créé par l'IA? On a tout un débat en Europe, il n'y a pas de clarté. Ce que je peux vous dire, parce que c'est tout récent, tout frais, c'est qu'on a une jurisprudence qui date d'il y a quelques jours aux États-Unis et qui de juridiction de rang supérieur et qui ont décidé deux choses. La première, c'est que il était possible de revendiquer, ce qui est nouveau aux États-Unis, il est possible de revendiquer la paternité d'une œuvre créée par IA, dans la mesure où c'est quand même moi, l'humain, qui est quand même le pilote de l'avion. La frontière n'est pas nécessairement évidente. Et la deuxième chose que nous dit cette récente jurisprudence, c'est que les auteurs ou les ayants droit, par exemple les organismes de presse, qui se plaignent déjà depuis longtemps que leurs bases de données, leurs bases documentaires sont pillées, massivement utilisées par les éditeurs d'IA pour donner à manger, entraîner leur IA, sans demander d'autorisation et donc sans payer de droits, et bien que ces titulaires de droits ont raison de venir frapper à la porte de ces éditeurs en leur demandant une compensation. En leur disant, écoutez les gars, soit vous me compensez, soit vous arrêtez. Parce que, et c'était vraiment une question qui n'est pas évidente, hein, parce que, regardez, quand vous faites l'exemple suivant, qui est très parlant, vous écrivez un texte et vous demandez à l'IA de l'écrire dans le style d'Harry Potter. L'auteur d'Harry Potter est toujours vivant, Rowling, elle est toujours vivante, elle est bien vivante. Donc, elle a les droits sur Harry Potter. Mais ce que l'IA fait, c'est pas un plagiat. Elle va pas faire un copier-coller des œuvres d'Harry Potter, ce qui serait évidemment une contrefaçon. Non. Elle va vous donner un contenu qui n'existe pas, qui est donc original, mais dans le style d'Harry Potter. Vous voyez un peu la subtilité? Ici, la frontière entre la créativité spontanée de l'IA, on va dire, et puis le droit d'auteur. Laurence de Villers, vous souhaitiez intervenir juste avant la pause? Oui, je crois qu'il faut bien comprendre comment marche l'IA générative. C'est-à-dire que elle prend des milliards de données, elle les encode en ayant perdu les sources avec des tokens qui font 3,5 caractères. Maintenant, on a des concepts aussi, enfin tout un tas d'algorithmes qui viennent, mais c'est encodé sur des petites parties. Quand vous posez un prompt, il y a trois façons de voir les choses. Soit c'est quelque chose d'hyper précis, où il n'y a pas de données, auquel cas, ça peut très bien plagier. Vous pouvez vous retrouver avec votre texte. D'ailleurs, il y a le New York Times, je crois, qui avait fait un procès en disant, mais attendez, cet article vient de chez moi, c'est quasiment ça. Donc, si vous êtes sur une niche, vous pouvez retrouver la même chose, c'est du plagiat. Sinon, si vous posez une question, donc c'est quelqu'un qui l'a écrit et donc il peut se dire, voilà, c'est moi qui revendiquais. Si jamais vous posez une question un peu plus globale, vous allez le retrouver avec un fousi-tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne derrière la machine, hein. C'est un mélange de textes qui viennent de plein de gens différents. Donc, il n'y a plus d'idées derrière, il n'y a plus rien. C'est un amalgame de machins qui est produit par la machine. Et c'est ça qu'on regarde comme étant une intelligence. Alors, je pense qu'il faut arrêter. C'est un fousi-tout d'idées
ou de petits bouts qui viennent de différents textes. C'est même pas spatial, il n'y a pas d'aspect chronologique, il n'y a pas de sens commun. Donc, si vous voulez, bon, on est très très loin de ça. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, quand vous posez une question et elle n'a pas de données, elle va chercher dans un trou, elle va chercher ce qu'il y a de plus proche, et donc ça vous donne des hallucinations parce que il y a rien. Donc les vaches pondent des œufs. Enfin, si on pose des questions bizarres, on se retrouve dans un échange. Je pense qu'il faut rappeler ces trois choses-là. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de réel derrière les paroles de cette IA, sauf quand elle plagie quelqu'un, qu'elle tombe sur un de ses textes, il y a une réalité. Sinon, quand elle fait des poèmes, par exemple, et tout le monde a dit « Ah, c'est génial, ça fait mieux que les humains », je suis désolée, le dadaïsme, le surréalisme, c'était politique, il y avait un truc derrière. Là, il n'y a rien. Le gros problème aussi, c'est que le texte créé par ChatGPT dans le style Harry Potter ne sera pas livré avec un hibou. Ça, c'est le truc qui me rend le plus triste. Voilà. Hibou. Philippe Boulanger. Avec un filigrane, parce qu'on a demandé ça, nous. Moi, j'ai fait partie des gens qui travaillaient sur les normes pour l'IA, et donc on demandait à mettre des filigrammes pour que justement il y ait cette transparence. Un filigrane, c'est un encodage invisible dans les données. Alors c'est plus facile dans la vidéo que dans l'audio ou que dans le texte. Moi, je travaille sur l'audio et la détection des émotions dans l'audio. Vous voyez, c'est un peu ça le sujet de recherche. Et donc, comment on peut mettre des traces comme quoi la machine est intervenue pour finalement composer le fousitou que vous avez en résultat. Oui, je pense que c'est très important. Il y a des avocats qui ont été suspendus. Il y a des avocats, c'est arrivé plusieurs fois dans le monde, qui ont été suspendus parce qu'ils ont demandé à ChatGPT d'écrire leurs conclusions. Avec des amendes. Et que ChatGPT a inventé des décisions qui n'existaient pas, mais qui avaient l'air d'exister parce que ChatGPT en fait imiter parfaitement en fait le référentiel des décisions. Et c'est le juge qui s'en est rendu compte. Il y a un truc bizarre dans ce que l'avocat est en train de me plaider. Et vérification, en fait, tout était faux. Alors, ils ont été suspendus. Philippe Boulanger. Oui, alors en fait, le débat, pour moi, il est vraiment intéressant parce que quand on regarde comment fonctionne l'esprit humain, en fait, on est quand même inspiré par tout ce qui se passe autour de nous, par les discussions qu'on a, par les lectures qu'on peut avoir. Et donc, dans notre cerveau, on va faire une synthèse quelque part, on va se former des opinions basées sur l'ensemble des connaissances et des savoir-faire qu'on a pu acquérir. Et donc, ça devient, et quand j'ai écrit mon livre d'ailleurs, Innover ou agoniser, c'est vous qui voyez, je me suis posé la question, quelle est ma part d'originalité, de créativité, d'intégration d'informations et de savoir? Et je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce que cette partie-là, c'est une partie qui est vraiment la mienne? Est-ce que cette partie-là est une partie qui vient d'ailleurs? Et d'ailleurs, en fait, je cite évidemment dans tout mon travail de recherche amont qui permet d'étayer un certain nombre de choses. Et oui, j'ai mis en place ce que j'ai appelé le système intelligence innovationnelle qui permet de se mettre en place, de se mettre en capacité d'innover. Et donc, c'est de ça qu'est dérivé d'ailleurs l'adoption que je propose pour l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est basé sur ce système-là. Et l'objectif était pour moi d'avoir quelque chose d'original. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas en train de plagier? Et j'ai cherché, il y a des outils pour vérifier le plagiat. Et donc, je suis devenu un petit peu parano. Je me suis dit, je vais quand même tout vérifier. Et à ma grande surprise, j'ai pas découvert de plagiat du tout dans mes textes, ce qui m'étonne pas vraiment parce que j'ai vraiment fait très très attention. Et en tout cas, quand je cite quelque chose qui ne m'appartient pas, je le cite, je dis d'où ça vient, je donne les références. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on a eu avec les premières versions des IA génératives, c'est on sait d'ailleurs toujours pas comment elles réfléchissent, mais on savait pas quelles étaient leurs sources. Mais il y en a des fausses en ce moment. Il y a des fausses sources, oui. Alors après, oui. Alors maintenant, on a un autre problème, c'est effectivement les fausses sources qui sont générées d'ailleurs, entre autres, par des IA génératives. Je crois qu'il y a quand même un truc fondamental qui, pour moi, échappe là à notre discussion, c'est que la machine, quand elle génère à la suite de votre prompt un résultat, elle le produit avec un algorithme statistique. Donc, c'est statistiquement le plus probable. On avait la température, qui est cet hyperparamètre, là, que vous devez connaître, qui fait qu'on va chercher quelque chose peut-être de un peu moins probable, un peu plus créatif, disait Bing dans ces 3 boutons au-dessus du prompt. Mais, qu'est-ce que fait l'esprit humain? Nous, quand on nous demande, on pose une question, de temps en temps, on répond une réponse très peu probable, mais avec un fort choix moral, par exemple. Ce que la machine ne fait jamais. Donc, c'est quand même quelque chose à vraiment
comprendre et à distinguer fortement de ce que sait faire une machine. En fait, vous parlez des biais. Nous, on a des biais cognitifs. La machine, enfin, en tout cas, les IA génératives, elles ont été nourries par un corpus qui va les amener vers certains biais aussi. Et elles n'ont pas effectivement ce filtre moral que l'on peut avoir, qui est en fait un biais qui est lié à notre culture, à notre éducation. Hein. Oui, mais en fait, on projette sur ces machines qu'elles ont des connaissances qu'elles n'ont pas. C'est des informations c'est pas des connaissances, hein, il n'y a aucune preuve de vérité, qu'elles ont des affects, parce qu'il y a nos affects dans ces données-là. On dit, je sais pas, on demande aux gens, êtes-vous poli avec les machines? Ben, les gens disent, ah ben non, c'est une machine, par exemple. Ben, il y a un article du MIT qui dit le contraire. Plus vous êtes poli, mieux la machine répond. Et la troisième projection sur ces machines, qu'on fait sur ces machines, c'est qu'elles ont un ordre moral. Et ça, c'est quand même dangereux. Donc, on a besoin de bien expliquer comment ça fonctionne, avec des exemples dans les entreprises. J'imagine que vous faites ça. Mais en tout cas, pour l'enfance, c'est fondamental qu'à l'école, on soit capable de faire ça. Justement, Laurence de Villers, je viens sur une citation de votre ouvrage. Lorsque j'exprime ma solitude à ChatGPT, il me répond « Je suis là pour toi, je ne te quitterai pas. Tu peux toujours compter sur moi, peu importe ce qui m'arrive. » Il ne comprend pas, il ne ressent rien. Or, ce n'est pas rassurant, finalement, qu'il soit toujours là pour moi, peut-être même plus que les humains autour de moi. On a une relation, selon vous, aujourd'hui, qui peut être par moments totalement malsaine, entre guillemets, avec les machines, quand elles viennent compenser l'absence d'un être cher, ou typiquement ce qu'on appelle les deadbots, ces agents IA qui imitent des personnes décédées. Oui, je pense que on est sur la vallée de l'étrange. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept qui vient d'un prof japonais, c'est Uncanny Valley, c'est-à-dire qu'on est très proche d'une production humaine, mais qui n'est pas humaine. Et donc il y a des gens qui ont, par solitude, hein, la solitude c'est très très prégnant dans notre société, vont s'attacher à ces machines. On a vu des suicides de jeunes, on a vu tout un tas de choses. Et puis quand vous perdez un être cher, effectivement au Japon ils ont fait ce genre de projet, c'est-à-dire de faire revivre grâce aux paroles et à la voix de la personne une machine qui est capable de vous répondre. Aux États-Unis il y a Replica, Character.AI est aussi capable de faire vivre des personnages pour vous qui sont pas forcément votre père qui est décédé, mais plutôt des personnages artificiels, des grands sportifs ou des gens de légende. Mais en tout cas, on a cette envie humaine de pas être seul et d'être accompagné par ces objets. Alors quand ils représentent votre papa décédé et que vous l'avez dans la poche, j'avais été invitée à une conférence à Nantes sur la mort et sur l'immortalité numérique. Je m'attendais pas dans ma carrière à arriver à cela. Et donc un psychiatre disait on pourra jamais faire un deuil. Et donc on va parler aussi dans le vide, hein, s'imaginer. Et puis la dépense d'énergie due à ces objets qui seraient autour de tout le monde. Et puis on serait vraiment dans un recul. Comment on pourrait innover justement si on n'a pas ce cycle de vie? Donc vous voyez, c'est une question que j'aborde dans mon livre sans dire c'est bien, c'est mal, en disant il faut se poser ces questions, il faut comprendre les aspects éthiques de tout ça et l'aspect sociétal, et c'est la société qui doit répondre à ça. On est en train de se poser des questions de fin de vie, on devrait se poser des questions de fin de vie numérique. Qu'est-ce que c'est que l'oubli? Qu'est-ce que c'est que ces machines? Au Japon, ils ont mis en œuvre, alors je ne sais pas où ça en est maintenant, mais à l'époque où j'avais regardé, il y avait l'idée de faire en fait un rituel, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser ces machines pendant 49 jours, le temps du deuil, et puis ensuite on l'éteignait. Nous n'avons pas ça. Et donc, c'est autour de moi, je vois des gens qui utilisent ces objets avec cette idée de faire revivre quelqu'un qui est décédé, avec cette souffrance qui est omniprésente et qui doit, à mon avis, être comprise dans la société comme étant un nouvel enjeu sociétal, l'éthique, pour lequel il faut qu'on trouve des règles. Philippe Boulanger, puis après on dira... Oui, excusez-moi, au Japon, on utilise aussi des robots pour animer des cérémonies religieuses, notamment des enterrements. La vision du robot et des nouvelles technologies n'est pas la même en Europe. Absolument différente, et même sans aller sur la techno, même l'image de la techno est comme ça. Rappelez-vous du tsunami qui a eu lieu au Japon. Ils ont construit, parce qu'ils n'ont pas retrouvé les corps des gens décédés, ils ont construit une cabine téléphonique du vent. Et il y avait un combiné qui n'aboutissait nulle part. Et les gens venaient parler aux êtres chers qu'ils avaient perdus. Donc, ça passait à travers, bon, on peut parler aux gens qui ont disparu et avec une énorme émotion, et ça, c'est la religion nous l'ouvre aussi. Mais là, ils ont utilisé un objet de techno qui était le téléphone. Philippe Boulanger, puis après on ira sur Cédric Vasseur et Thibaut Verbiest avec deux autres questions. Je vous écoute.
Oui, alors pour parler de cette compréhension de l'IA avec toute la morale qui va autour, il y a une autre étude fascinante qui a été publiée par l'université de Stanford, qui est en fait une étude d'Ipsos, qui démontre le niveau d'anxiété des gens autour de l'IA. Et donc, au niveau mondial, on est à peu près à 52% dans cette étude, 52% d'anxiété. Dans le graphique, on voit donc les pays qui sont les plus anxieux. Il se trouve que la France est à 52% à la moyenne internationale. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en dehors du graphique, le Japon n'est pas représenté parce que le Japon, alors il sort de la charte, il est à 23% seulement. 23%, les Japonais sont la population qui a le moins peur, qui est le moins anxieuse par rapport à l'IA. Et en fait, Il y a la religion. Alors, il y a un rapport aussi qui est lié à la décroissance démographique. Parce qu'en fait, on est en décroissance démographique très forte au Japon. Et je vous rappelle qu'en France aussi, on est en décroissance démographique. On est à un taux de fertilité de 1,6, c'est-à-dire qu'on a 1,6 enfants par femme aujourd'hui en moyenne en France, alors qu'il faudrait être à 2,1 pour ne serait-ce que renouveler la population. Donc, on a un problème de fond qui va arriver, comme un tsunami aussi, qui est ce problème du fait qu'on ne va pas pouvoir remplacer les talents dans les entreprises. On va avoir de moins en moins d'actifs pour les personnes qui sont retraitées. On a aujourd'hui, dans certains domaines d'activité, je pense à l'Horeca, par exemple, donc hôtel-restauration et traiteur, on a 200 000 postes ouverts qu'on n'arrive pas à remplir. Donc, la question qui se pose, c'est pas non plus est-ce qu'on va remplacer un être humain qui bosse par de l'IA ou un robot, c'est comment on va faire pour compenser cette décroissance démographique et comment on va faire pour remplir des jobs qu'on n'arrive pas aujourd'hui à remplir. Et c'est là où je pense qu'il y a un autre débat à prendre en compte. Et c'est ce qu'ont compris les Japonais, parce que depuis très longtemps, ils sont dans cette décroissance démographique et ils essaient d'utiliser des robots pour soutenir les seniors, par exemple, aujourd'hui au Japon. Je crois qu'il faut revoir. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Japon. Il y a un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Moravec en IA, qui est que c'est beaucoup plus facile de modéliser un truc numérique que de remplacer, si vous voulez, quelqu'un qui est devant son ordinateur et qui fait des synthèses et qui est journaliste, par exemple, ou qui prépare des programmes, que d'aller remplacer le plombier. Et donc, tous les robots qu'on voit là-bas, SoftBank Robotics avait racheté Aldebaran Robotics. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans pour ces sociétés. Ils ont des robots qui servaient à rien. Ils étaient devant les vitrines et ils faisaient bonjour, ça va, non, rien. C'est ridicule. Donc, c'était pas du tout ça. Quand on a eu le tsunami, je reviens sur ce tsunami, il y a eu des robots français d'envoyer au Japon pour les aider dans les éboulis à aller chercher s'il y avait des survivants. Donc, il n'y a pas, alors qu'on pense que les robots sont partout au Japon, c'est pas si vrai que ça. D'accord. Il y a beaucoup de marketing, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais c'est pas si vrai que ça. Par contre, il y a un autre aspect qui est religieux. Ils sont animistes et c'est vrai que le fleuve a une âme. C'est vrai que autour d'eux, le conatus de Spinoza est tout à fait réel. Là, la pierre a une entité à elle-même. Et donc, je pense que ça joue aussi. Et puis, ils ont été bercés très jeunes par des robots bienveillants qui venaient sauver l'humanité, alors que nous, on a été plutôt sur des robots atroces qui venaient prendre la vie des gens qui se rebellaient. Donc, on a tous cette science-fiction américaine qui a biberonné notre génération. On avait Nono, le petit robot aussi. Oui, non, mais il reste quand même qu'on a un problème de décroissance démographique qui est en train d'arriver. Je suis d'accord, mais on n'a pas trouvé la solution. Non, j'ai pas dit qu'on avait trouvé la solution, mais ils sont sur une île au Japon aussi, c'est la grosse différence. Oui, et l'IA et les robots qui sont pensés pour venir travailler sur des jobs qu'on n'arrive pas à remplir aujourd'hui, ça va être la prochaine génération. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, quand on voit le nombre d'annonces de robots qui sont faits par les Chinois, alors je ne parle pas des Américains et autres, dont le but est justement de faire ce type de job, ça va être une déferlante dans les années à venir. Alors, ce que j'ai vu surtout, c'est remplacer des policiers. Singapour, etc., ils ont déjà des robots policiers. Donc, faisons attention à ce qu'on va faire. Les robots profs, il y en a aux États-Unis, ils commencent à faire des trucs comme ça. Attention à ce qu'on va être, ce qu'on va remplacer aussi, en termes de cyber, en termes de. Oui. Il y a quand même du danger. Je parlais pas effectivement du côté Terminator ou Robocop. Je parlais vraiment des robots qui peuvent être utilisés pour des raisons qui sont d'un manque de personnel
qui est absolument important et sur lesquels on peut avoir, il y a des métiers qui sont très durs aujourd'hui pour lesquels on n'arrive pas à trouver des personnes. Donc, pourquoi ne pas utiliser des robots équipés d'une IA pour remplir ces jobs? Parce qu'ils ne savent pas se débrouiller dans l'environnement spatial. Ouais, on voit bien les défis on est vraiment dans un débat. Moi, je travaille pour l'assistance aux personnes âgées avec des petits robots Buddy. Et c'est hyper compliqué. On peut leur amener une parole comme ChatGPT avec un espèce de corps qui fait rien, mais c'est hyper compliqué dans l'assistanat. Ok, bon, on diverge, il n'y a pas de problème. Non, mais on peut en discuter. Je suis sur des faits de terrain. Là. Cédric Vasseur, quand on regarde un petit peu, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps un article sur la plateforme The Conversation qui évoquait l'impact de l'IA sur l'apprentissage, notamment de la lecture des enfants. Alors je ne doute pas que le sujet divise, mais vous, en tant que formateur, comment vous voyez l'intégration de l'IA dans l'éducation, notamment pour les apprentissages fondamentaux? C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qu'on ait ces intelligences artificielles génératives, et on fait attention déjà depuis quelques années au temps d'écran. Je pense que dans peu de temps, on va voir aussi, on va devoir faire attention au temps de conversation avec une intelligence artificielle. On sait, il y a eu des rapports, des études très récentes que de toute façon, quand on parle avec un être humain, c'est déjà un petit peu de la manipulation. Donc, il y a déjà quelque chose sur lequel il faut être vigilant avec ces IA qui peuvent altérer finalement ou modifier le comportement cognitif d'une personne, surtout si elle est vulnérable, si elle est jeune, etc., comme un enfant. Après, on parle de différents pays. C'est vrai qu'en Chine, vous avez ByteDance, connu avec TikTok, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation. Donc, ils ont développé des outils aussi pour pouvoir aider les plus jeunes à vérifier, contrôler les devoirs, etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle pour s'aider dans leurs exercices. C'est très compliqué après de s'en défaire pour les devoirs qui sont faits à la maison, etc. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais que c'était intéressant aussi de réfléchir à comment faire des exercices qui soient, entre guillemets, plus intelligents que l'IA, en tout cas, ou en tout cas plus humains que l'IA. Et c'est vrai que dès l'enfance, alors j'étais aussi animateur de compétitions de robots Lego pour les plus jeunes. Et je sais aussi qu'il est important d'avoir quelque chose de tangible. L'IA, on parle avec, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment de quelque chose de physique avec, et pouvoir les confronter avec le réel, et donc revenir aussi avec ce futur des emplois qui va changer. Par exemple, on se rend compte que les radiologues, par exemple, pourraient être plus ou moins remplacés par des IA, alors que l'opérateur qui va prendre le patient et qui va glisser le patient dans un IRM, lui, il fait quelque chose de physique, et finalement, son travail sera peut-être beaucoup plus valorisé dans le temps. Et dès la petite enfance, en tout cas dès l'enfance, je pense qu'il est important d'être vigilant effectivement sur l'utilisation de ces outils. Pourquoi pas penser qu'il y a des techniques d'apprentissage qui sont plus humaines que d'autres. Voilà, on utilisait des Lego, des Kapla ou que sais-je d'autre pour activer la créativité, la spatialisation aussi, pour voir l'enfant puisse voir en 3D en fait son univers et pas que sur quelque chose de plat sur un écran. Ça c'est très important. Développer aussi les compétences de communication, les compétences sociales, toutes ces compétences-là qui s'apprennent entre humains, tout ce qui est lié aussi à la créativité humaine, j'entends. On a fait des essais dans différentes écoles où on a fait faire des heures et des heures d'IA assistée, puis on s'est rendu compte que on pouvait gagner du temps, enfin, on pouvait gagner en efficacité aussi en aidant les plus jeunes à communiquer, à s'exprimer oralement, à pouvoir apprendre à débattre poliment, gentiment, à pouvoir échanger avec ses pairs. Voilà, tout ça s'apprend d'un point de vue humain, et la machine va avoir du mal à nous aider, en tout cas de façon efficace. C'est quelque chose qu'on le fait par la pratique. Moi, ça me fait penser au film Will Hunting, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il y avait un génie qui savait absolument tout sur tout, et vous avez le professeur, je ne me souviens plus de son nom, qui était incarné par Robin Williams, qui lui a dit: oui, mais vous savez tout sur la chapelle Sixtine, mais vous l'avez pas vu, vous n'avez pas eu l'odeur de la chapelle Sixtine, vous n'avez pas eu la révélation, les émotions liées à ça, et tout ce développement, en tout cas sensoriel, autour de l'apprentissage, on le sait, c'est extrêmement important. Dans les 3 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de se pencher sur la question du RGPD européen. Pourquoi je viens sur le RGPD, et Thibaut Verbier, je suis curieux d'avoir votre regard. On le sait tous, l'IA se nourrit de données qui peuvent être souvent personnelles. Comment est-ce qu'on peut concilier le développement de l'intelligence artificielle avec la protection de notre vie privée, et est-ce que le cadre du RGPD
RGPD européen est aujourd'hui suffisant à vos yeux, Thibaut Verbiès, dans les défis qui sont posés par l'intelligence artificielle? Alors, si on devait appliquer de manière stricte le RGPD, les IA, pratiquement toutes seraient complètement illégales, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un principe de finalité et un principe de minimisation, d'utilisation des données qui ne peuvent pas être mises en œuvre véritablement avec une IA, en tout cas avec les IA dont on parle aujourd'hui, puisque l'IA, par définition, elle brasse un maximum de données, tout ce qu'elle peut brasser, tout ce qu'on lui donne, eh bien, elle le brasse, elle le traite, quelle qu'en soit la finalité, et elle n'est pas conçue pour limiter l'utilisation des données personnelles. Et puis, on est de plus en plus dans des boîtes noires. Donc, si on prend à la lettre le RGPD, on a un gros problème. C'est une des raisons qui ont amené l'Europe à rajouter une couche de protection supplémentaire au RGPD en adoptant le règlement IA qui, dans sa philosophie, s'inspire du RGPD, puisque le règlement exige qu'on respecte certains grands principes de vie privée, de transparence, de diversité, d'inclusion, etc. Et impose, en fonction du degré de risque de l'IA, des obligations croissantes ou décroissantes, selon d'où on part, avec des IA qui sont complètement interdites, ce que le RGPD ne disait pas. Les IA dont on parle souvent, vous savez, celles qu'on appelle notation sociale, on a tous été quand même, je pense, impressionnés par certains documentaires qui nous montraient qu'en Chine, les caméras de surveillance qui sont partout, couplées à des IA, permettaient de faire une notation sociale des citoyens, au point que les moins bien notés se voyaient par exemple refuser la scolarité de leur enfant, refuser des crédits hypothécaires, et jusqu'à être stigmatisés en direct par une géolocalisation dans le cinéma, en disant attention, il y a quelqu'un qui est très mal noté à 50 mètres. Oui, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Oui, donc, alors, en deux mots, véritablement, est-ce qu'on arrive au bout du bout. Voilà, et ben alors j'ai tout dit. Juste pour terminer, s'il vous plaît, et là pour le coup, une réponse très simple les uns les autres. Il me reste 1 minute 14 devant nous. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur l'avenir que l'on doit partager ou pas avec l'IA, Laurence de Villers? Moi, je voudrais que ça soit plutôt un ange qu'un démon, mais j'aimerais bien qu'on comprenne les vrais sujets et qu'on éduque correctement en nous ouvrant le capot de la machine qui est trop fermée et les gens ne se rendent pas compte de ce que fait cette IA générative. Merci beaucoup. Cédric Vasseur. Si on arrive à développer ces technologies et réussir à garder l'humain au milieu, pour moi, c'est tout bon. Philippe Boulanger. Et moi, je fais partie de la Ligue des optimistes de France. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre en termes de point de vue? Donc, bien sûr que j'ai un côté optimiste, mais évidemment avec beaucoup d'attention. Thibaut Verbiès. Moi, j'ai l'espoir que l'IA nous rende plus conscients. Eh bien, un grand merci à tous les 4 d'avoir pris le temps de nous éclairer. Vous l'avez compris, les débats ont été animés. L'intelligence artificielle, ses promesses, ses défis. Un grand merci à tous de votre participation. Le rendez-vous fidélité revient demain sur les antennes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et douce journée. À demain. Au revoir.